Bonjour, chers étudiants. Nous allons continuer notre cours de grand service public. Après l'introduction générale de cette matière et l'examen de la genèse de la notion de service public, dans cette deuxième séance, nous allons procéder au développement de la question de l'évolution de la notion de service public. On va parler de la consécration jurisprudentielle de cette notion, mais on va mettre aussi l'accent sur la crise dont a fait l'objet la notion de service public. Alors, s'agissant du premier point, à savoir la consécration jurisprudentielle de la notion de service public, nous allons traiter deux arrêts combien intéressants qui vont confirmer la tendance posée par l'arrêt Blanco. Et cette consécration jurisprudentielle peut être soulignée à propos de deux arrêts. Le premier, c'est l'arrêt Terrier de 1903 et un arrêt Terran de 1910. Alors, commençons tout d'abord par le premier arrêt Terrier, ou l'extension de la jurisprudence Blanco. Alors, pour ce qui est des faits de cet arrêt, c'est que le Conseil général de Saône-et-Loire avait octroyé un prix pour la capture de vipères. Monsieur Terrier avait fait bonne chasse, mais on lui a fait savoir que les crédits prévus à cet effet étaient épuisés et qu'il ne pouvait toucher sa prime. Le Conseil d'État se reconnut compétent car du refus du préfet d'admettre la réclamation dont il l'a saisie, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'État de connaître. Alors, par cette phrase laconique, la Haute Assemblée a pris l'une des décisions les plus importantes du droit administratif. Alors, l'arrêt Terrier, de l'arrêt Terrier découlent deux idées fondamentales. La première idée, c'est la fusion du contentieux des collectivités locales avec celui de l'État. Alors, l'arrêt Terrier parachève l'unification du contentieux des collectivités locales avec celui de l'État. Jusqu'en 1903, le contentieux des collectivités locales a été dissocié de celui de l'État. Il y a eu au XIXe siècle une conviction largement liée au caractère naturel des communes que le contentieux de ces collectivités devait être plus largement judiciaire que celui de l'État. Elle se traduisait par une conception restrictive en ce qui les concernait de la notion de puissance publique, dont il résultait que la compétence administrative était limitée aux litiges provoqués par les actes dits d'autorité ou de commandement, essentiellement représentés par les décisions prises à l'égard des fonctionnaires locaux et les mesures de police administrative. Alors, les autres actes, dits actes de gestion, soit publics, soit privés, relevaient des tribunaux judiciaires. Le sort particulier ainsi fait au contentieux des collectivités locales n'avait en réalité aucune raison d'être, ces collectivités étant évidemment tout autant des personnes publiques que l'État. Il fallut bien en prendre conscience, et le Conseil d'État, par son arrêt Terrier de 1903, comme le tribunal des conflits par son arrêt Feutry de 1908, réalisèrent la fusion de ce contentieux avec celui de l'État. Alors, dans cette affaire, le commissaire du gouvernement Romiot démontra dans ses conclusions que cette différence de traitement devait être abandonnée. Qu'il s'agisse des intérêts nationaux ou des intérêts locaux, du moment où l'on est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement par les principes du droit civil. Ainsi, par l'arrêt Terrier, le contentieux contractuel des collectivités locales fut incorporé définitivement au contentieux administratif. Après l'arrêt Blanco, l'arrêt Terrier marque ainsi une étape décisive dans le développement de la compétence de la juridiction administrative. Alors, deuxième apport ou deuxième conséquence de l'arrêt Terrier, c'est la distinction entre la gestion publique et la gestion privée.
L'importance et la célébrité de l'arrêt Terrier ne vient pas seulement de son contenu propre, mais aussi des conclusions dans lesquelles le commissaire du gouvernement Romiot a systématisé, en des termes qui restent encore en grande partie valables aujourd'hui, les principes qui régissent pour l'État comme pour les collectivités locales la délimitation des compétences administratives et judiciaires. Les conclusions de Romiot développent une idée fondamentale selon laquelle le droit administratif et par conséquent la compétence administrative ne s'applique que dans la mesure où l'administration utilise des procédés exorbitants du droit commun. La distinction est présentée par le commissaire du gouvernement sous la forme d'un principe qui est la gestion publique, suivi d'une exception qui est la gestion privée. Il appartient à la jurisprudence de déterminer pour les personnes publiques locales, comme il le fait pour l'État, dans quel cas on se trouve en présence d'un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif. Ou au contraire, en face d'actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier, dans les conditions du droit privé. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement de cet arrêt qui est l'arrêt Terrier, qui a consacré le principe, qui a consacré la théorie de service public comme critère de détermination de l'application du droit administratif et de la compétence de juridiction administrative. Alors, dans le même sens, nous avons un autre arrêt de 1910, l'arrêt Terran, qui va dans le même sens. Alors, pour ce qui est des faits de cet arrêt, il s'agit de la ville de Montpellier qui avait concédé au sieur Terran le privilège exclusif de la capture et de la mise en fourrière des chiens errants et de l'enlèvement des bêtes mortes qui n'auraient pas été réclamées par leurs propriétaires, ainsi que de celles qui auraient été reconnues malsaines par le service de l'inspection sanitaire. La rémunération du concessionnaire était assurée par le paiement des taxes mises à la charge des propriétaires et par la valeur des dépouilles qui lui étaient abandonnées. Alors, les stipulations de ce marché étant demeurées inexécutées en ce qui concerne l'enlèvement des animaux morts appartenant à des propriétaires connus. Le sieur Terran forma devant le conseil de préfecture de l'Hérault une demande en résiliation du marché, réclamant 120 000 francs à titre de francs de dommages intérêts. Le conseil de préfecture ayant rejeté ce recours, le sieur Terran fit appel devant le conseil d'État, qui décida sur le fond que le contrat instituait au profit du concessionnaire un véritable monopole contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, et que, dans ces conditions, il devait être résilié, à la charge pour la ville d'indemniser le concessionnaire des dommages résultant pour lui de l'inexécution du marché. Mais avant de se prononcer sur le fond, le Conseil d'État dut se prononcer sur la compétence juridictionnelle. Il estima, et c'est de cette affirmation que cet arrêt tire son importance, qu'en passant un tel contrat, la ville avait eu pour but d'assurer un service public et qu'en conséquence, le litige relevait de la compétence administrative. Alors, à son tour, l'arrêt Terran va donner naissance à deux idées étroitement liées. La première idée, c'est la confirmation de l'unification du contentieux local et du contentieux de l'État. Deuxième idée est axée sur le rang central qui revient aux critères de service public. Alors, s'agissant du premier point, la confirmation de l'unification du contentieux local et du contentieux de l'État, l'arrêt Terran confirme ainsi cette unification. Pour les opérations qualifiées au XIXe siècle d'actes de gestion par opposition aux actes d'autorité, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne s'appliquait en effet depuis l'arrêt Blanco qu'à l'État. Les départements et les communes restaient régis en ce qui concerne ces actes de gestion par les règles du droit civil, du Code civil.
L'unification avait été réalisée sur le plan du contentieux contractuel par l'arrêt Terrier, comme on vient de le voir, et sur le plan du contentieux quasi-délictuel par l'arrêt Feutry du 29 février 1908. L'arrêt Terran applique au contrat des communes le principe dégagé par l'arrêt Terrier en ce qui concerne les contrats des départements, de sorte que l'ensemble des contrats de l'administration sont désormais régis par les mêmes règles de compétence. Deuxième idée dégagée par l'arrêt Terran est relative au rôle central du critère de service public. Cette unification est réalisée sous le signe du critère du service public. Tout acte fait dans un but d'intérêt général relève de la compétence administrative. En particulier, tous les contrats conclus par l'administration dans un tel but sont des contrats administratifs. En l'espèce, le contrat passé par le sieur Terran avec la ville de Montpellier en vue de la capture et de la mise en fourrière des chiens errants et de l'enlèvement des bêtes mortes ne présentait aucune clause exorbitante du droit commun. Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Pichat indiquait expressément qu'il s'agissait d'un contrat communal de louage de service, conclu d'après les articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil. S'il relevait néanmoins de la compétence administrative, c'est uniquement à cause du but poursuivi par le contrat. L'arrêt est formel sur ce point. Montpellier a agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu dès lors pour but d'assurer un service public. Ainsi, les difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attribuant la connaissance à une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'État. En adoptant cette position, le Conseil d'État rompait avec le critère antérieur de la séparation des autorités administratives et judiciaires, comme l'avait fait le commissaire du gouvernement David en 1873 dans l'affaire Blanco. Le commissaire du gouvernement Romion avait en 1903, dans l'affaire Terrier, expressément prévu la possibilité pour l'administration de conclure, tout en agissant dans l'intérêt du service public proprement dit, un de ces contrats de droit commun, qui ne suppose par lui-même l'application d'aucune règle spéciale au fonctionnement des services publics. L'arrêt Terran exclut au contraire toute possibilité de gestion privée dans les contrats de l'administration, puisque tout contrat conclu dans l'intérêt du service public y est considéré comme administratif. Peu de temps après, la jurisprudence allait cependant revenir avec éclat à la distinction de la gestion publique de la gestion privée, sous-jacente déjà aux conclusions de David de 1873 et développée en 1903 par le commissaire du gouvernement Romiot dans ses conclusions sur l'arrêt Terrier. Ce retour devait être effectué dès 1912 en matière contractuelle et en 1921 dans le contentieux de la responsabilité. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912, Société des granites porphyrites des Vosges et le tribunal du conflit 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain. Alors, après cette présentation de développement de la notion de service public, l'école de Bordeaux, qui défendait l'idée de service public comme critère de détermination de la compétence du juge administratif et de l'application des règles de droit autonome et règles autonomes et spéciales, à savoir le droit administratif, cette thèse va entrer dans une période de crise et de déclin pendant quelques décennies, d'où donc cette idée de la crise du critère de service public. Alors, nous allons donner trois symptômes, trois aspects, trois dimensions de cette crise, en commençant par, à partir de trois arrêts différents, et chaque arrêt fait allusion à une idée fondamentale. Alors, première phase de la crise du critère du service public est donnée par l'arrêt rendu par le Conseil d'État dans l'affaire Société des granites porphyrites des Vosges du 31 juillet 1912, qui va mettre l'accent sur
l'une des conditions de la qualification d'un contrat administratif, à savoir les clauses exorbitantes de droit commun. Alors, jusqu'à la décision du Conseil d'État de la Société des granites porphyriques des Vosges de 1912, le critère du contrat administratif était essentiellement lié à la notion de service public. Et l'arrêt Terran est révélateur à cet égard. Cependant, dès 1910, quelques arrêts semblaient revenir sur le monopole du service public dans l'identification des contrats administratifs. Or, non seulement l'arrêt Granit, Porphyrie, des Vosges confirme cette tendance, mais il tend à faire de la présence de la clause exorbitante le critère majeur du contrat administratif. Alors, qu'appelle-t-on clause exorbitante du droit commun et quelle est la portée de cette notion? Alors, il faut rappeler tout d'abord les faits qui ont donné naissance à l'arrêt Granit, Société des granites Porphyrie des Vosges. Il s'agit de la ville de Lille qui avait conclu un marché de fourniture de pavés avec cette société. Un litige s'éleva entre les parties à la suite d'une sanction prise par la ville contre son co-contractant pour retard dans les livraisons. La société ayant saisi le Conseil d'État du différend, celui-ci, suivant son commissaire du gouvernement Léon Blum, se déclara incompétent, estimant que le contrat en cause relevait du droit privé et donc du juge judiciaire. Depuis cet arrêt, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de clause exorbitante et sa portée en la matière. Alors, qu'est-ce que la clause exorbitante? Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de clause exorbitante? Cette notion n'est pas parfaitement claire. Certains arrêts y voient une clause qui n'est pas usuelle dans les rapports entre particuliers. D'autres la définissent comme la clause ayant pour effet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. On a pu y voir également la clause fondée directement sur des motifs d'intérêt général. Parmi les exemples courants de clauses exorbitantes, on trouve celles qui permettent à l'administration contractante de résilier elle-même le contrat, ou de le modifier, ou de diriger, surveiller ou contrôler son exécution. Est encore exorbitante la clause imposant au contractant une indemnité forfaitaire annuelle en contrepartie du suggestion de sécurité, de police et de ramassage des ordures qu'entraîne le marché pour l'administration communale. Le cumul de ces clauses dans un même contrat est déterminant. Une seule clause peut ne pas être suffisante parce que, dans l'espèce, il n'apparaît pas comme exorbitante du droit commun. Mais, à l'inverse, une seule clause exorbitante peut suffire à imprimer au contrat où il se trouve un caractère administratif. Le caractère exorbitant peut résulter non d'une clause figurant dans le contrat lui-même, mais du renvoi par le contrat à un régime exorbitant résultant d'autres textes, notamment les cahiers des clauses et conditions générales établis par l'administration. La question se pose de savoir si ce renvoi, à lui seul, imprime au contrat un caractère administratif, ou s'il n'entraîne ce résultat qu'à raison des clauses exorbitantes figurant dans le document auquel renvoie le contrat. La première réponse paraît résulter de certains arrêts, mais d'autres arrêts semblent ne donner à la clause de renvoi un effet positif que si le texte dont il détermine l'application comporte lui-même les éléments exorbitants du droit commun. Le critère du régime exorbitant s'est encore élargi avec le passage du régime auquel renvoie le contrat à la procédure selon laquelle est conclu le contrat. Ainsi, ont été considérés comme administratifs, indépendamment de toute clause exorbitante, les contrats par lesquels EDF, Électricité de France, achète aux producteurs autonomes d'électricité le courant produit par leurs installations. Ces contrats étant conclus obligatoirement et leur contentieux donnant lieu à une intervention préalable du ministre. Aujourd'hui, au-delà de la clause exorbitante, c'est le régime exorbitant du droit commun auquel est soumis le contrat qui imprime à celui-ci un caractère administratif.
Ce régime peut résulter des contrats, des clauses du contrat lui-même, du renvoi auquel il procède ou des textes qui régissent sa conclusion et son exécution. Qu'en est-il de la portée de la clause exorbitante? La portée de la clause exorbitante et plus généralement du régime exorbitant n'est pourtant pas universelle. Il faut distinguer selon le cas, selon que le contrat est conclu par une personne publique ou non. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand le contrat est conclu par une personne publique, la présence d'une personne publique satisfait aux critères organiques du contrat administratif. La présence d'un régime exorbitant permet alors de reconnaître pleinement au contrat administratif sans qu'il faille désormais distinguer entre les services à gestion publique et les services à gestion privée. Pour les services à gestion publique, c'est-à-dire les services publics administratifs, la solution n'a jamais fait de doute. Si, dès l'arrêt Terrier, était réservé pour eux la possibilité de conclure des contrats de droit commun, qu'affirmait l'arrêt Société des granites porphyriques des Vosges, le critère de la clause exorbitante du droit commun, lié à la notion même de gestion publique, a toujours déterminé le caractère administratif de leur contrat. Il n'en a pas toujours été ainsi pour les services à gestion privée. Le principe même de celle-ci paraissant s'opposer à ce que leur contrat, soit administratif. Tel a été le cas des contrats relatifs au domaine privé, longtemps considérés comme de droit privé par leur objet même, quelle que soit leur clause. Mais désormais, ils sont reconnus administratifs s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun, à moins qu'une disposition législative particulière attribue la compétence aux juridictions judiciaires. Quant aux services publics industriels et commerciaux, les SPIC, le principe de leur soumission au droit privé n'empêche pas non plus que leurs contrats conclus avec des personnes autres que leurs agents et leurs usagers puissent être administratifs s'ils relèvent d'un régime exorbitant du droit commun par leurs clauses ou les dispositions qui leur sont applicables. Mais ni les contrats conclus avec leurs agents, sauf exception, ni les contrats conclus avec leurs usagers ne peuvent être administratifs, même s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun. Les contrats conclus par des personnes privées, même s'ils contiennent des clauses qui peuvent être considérées comme exorbitantes du droit commun, même s'ils font référence à un cahier des clauses administratives générales applicables au marché public, même s'ils reproduisent les termes d'un accord conclu par une personne publique, même s'ils sont passés sous un régime exorbitant du droit commun, obligation de contracter par exemple, restent des contrats de droit privé dont le contentieux appartient aux juridictions judiciaires, à moins d'être conclus pour le compte d'une personne publique. Le critère de la clause exorbitante n'a pas l'universalité et l'exclusivité que lui attribue le commissaire du gouvernement, Léon Blum. Pour certains contrats, il n'est pas suffisant à entraîner une qualification administrative. Pour d'autres, il n'est pas nécessaire, puisque l'objet du contrat, l'exécution du service public, suffit à lui donner un caractère administratif, même sans clause exorbitante. Sous ces réserves, les principes dégagés par l'arrêt Société des granites porphyriques des Vosges ne demeurent pas moins valables. Voilà, donc on arrive au terme de cette deuxième séance. La troisième séance sera consacrée à deux exemples de la crise de la notion de service public. À la séance prochaine.